L'examen psychométrique. L'examen psychométrique est une investigation clinique effectuée par un psychologue formé aux méthodes et techniques des tests. Dans son dictionnaire de la psychologie, Henri Pierron en donne la définition suivante. C'est une situation expérimentale standardisée servant de stimulus à un comportement. Ce comportement est évalué par comparaison statistique à celui d'autres individus placés dans une même situation, permettant de classer ainsi le sujet examiné soit quantitativement, soit typologiquement. Les tests doivent être rigoureusement standardisés. La performance d'un sujet s'effectue par rapport à un groupe de référence scrupuleusement étalonné. Les qualités requises sont la sensibilité, c'est-à-dire une bonne discrimination, la fidélité, c'est-à-dire un même résultat d'un même sujet à deux passations, et la validité, c'est-à-dire que est bien mesuré ce qui doit être mesuré. Donc je reprends. Les tests doivent être rigoureusement standardisés. La performance d'un sujet s'effectue par rapport à un groupe de référence scrupuleusement étalonné. Les qualités requises sont la bonne sensibilité, entre parenthèses bonne discrimination, la fidélité, même résultat d'un même sujet à deux passations, et la validité, entre parenthèses, mesure bien ce qu'il doit mesurer. Le bilan psychologique ou de personnalité apporte un regard différent, complémentaire et dynamique sur les mécanismes inconscients. Il tient une place importante dans la discussion diagnostique ou le projet thérapeutique. Il représente souvent un gain de temps précieux. Il est particulièrement utile non seulement lorsqu'une difficulté à établir un diagnostic différentiel se fait jour, mais aussi simplement lorsque l'on souhaite recueillir des informations plus détaillées sur l'organisation psychologique du sujet. L'examen psychologique type comporte systématiquement un entretien clinique pendant lequel se met en place la relation. Ce premier temps permet au psychologue, au travers de l'anamnèse du sujet, de sa biographie, de la chronologie des événements de vie relatés, d'évaluer ses difficultés passées et actuelles, de saisir globalement la palette de ses réactions affectives, ses conflits, ses motivations et la souplesse de ses défenses. Cet entretien permet également de mettre le patient en confiance afin d'aborder les tests avec la plus grande disponibilité et spontanéité possible. Le deuxième temps de l'examen est généralement consacré aux épreuves de niveau qui vont permettre d'obtenir une évaluation des capacités intellectuelles et mnésiques. Dans un troisième temps, les épreuves projectives sont proposées. Elles sont caractérisées par un matériel ambigu et des réponses libres. Ce matériel peu structuré va faire surgir la stratégie d'organisation des conflits et des mécanismes de défense du patient. Un test de personnalité peut être proposé dans un quatrième temps, afin de corroborer les résultats obtenus. Il permet, au travers d'une démarche beaucoup plus structurée, de rechercher les traits de caractère, l'humeur et les capacités d'intégration sociale du sujet. Les tests d'efficience. Les tests d'efficience s'intègrent dans l'examen psychologique et constituent un moyen d'appréhender les capacités intellectuelles essentielles du sujet, d'évaluer la manière dont il les utilise, de détecter une détérioration éventuelle et de préciser l'importance de l'étiologie de celle-ci. Les tests d'efficience sont présentés presque systématiquement au cours de l'examen psychométrique. Ils permettent de comparer les possibilités intellectuelles du sujet avec sa position socio-économique et servent de lien entre l'entretien clinique et les tests projectifs, évitant la confrontation première à la situation de test. Tests d'intelligence. Ces tests se divisent en deux catégories. Les tests imprégnés de facteurs socioculturels et les tests saturés en facteurs G. Donc on va commencer par les tests imprégnés de facteurs socioculturels. Donc ces tests font appel aux connaissances générales, à la culture. Ils sont liés au niveau d'études, au milieu social, et ne font pas entrer en jeu le raisonnement, mais les acquis.
Ils ont la particularité de donner des résultats presque constants au cours de la vie. Ces tests sont dits résistants. Par exemple, le test de vocabulaire de Binois et Pichot, précieux dans l'évaluation des affaiblissements intellectuels, révèle le niveau antérieur à la maladie et par comparaison au niveau actuel obtenu au test saturé en facteur G, l'étendue du déficit. Celle-là, je la reprends. Par exemple, le test de vocabulaire de Binois et Pichot, précieux dans l'évaluation des affaiblissements intellectuels. Donc, ce test révèle le niveau antérieur à la maladie. Et par comparaison au niveau actuel obtenu au test saturé en facteur G, donc l'étendue du déficit. Oui, donc là, il y a un comparatif qui est fait entre le test de vocabulaire de Binois et Pichot, le test saturé en facteur G qu'on va voir après, et donc la différence permet d'évaluer des affaiblissements intellectuels. Les tests saturés en facteur G, entre parenthèses, facteur général d'intelligence. Ces tests font appel au raisonnement abstrait, aux capacités d'adaptation rapide, aux facultés de déduction et de synthèse. Ils mettent en jeu des corrélations et utilisent un matériel de perception non verbale suivant un schéma du type connaissant 3 éléments A, B et C, trouver la relation existant entre A et B pour déterminer un 4e élément D correspondant à C. Le facteur G est commun à tous, il est indépendant du niveau culturel et socio-économique du sujet. Les résultats obtenus à cette catégorie de tests s'altèrent avec l'âge. Ces tests sont dits sensibles. En raison de cette baisse universelle, les résultats sont pondérés. Les tests de cette catégorie les plus couramment utilisés sont donc le PM38 ou PF16, le D48 et la WAIS. Donc tout d'abord le PM38 ou PF16. Dans ce test, on présente au sujet un encadré comprenant plusieurs figures liées entre elles par des rapports logiques. Une figure manque, il s'agit de la trouver dans une série de figures proposées. Il existe 5 séries de difficultés croissantes faisant appel à différents raisonnements. Le PM38 est plus discriminant pour les personnes de niveau faible ou moyen. Il n'est pas limité en temps, ce qui permet une bonne évaluation des sujets très émotifs ou très déprimés. Le D48 s'est inspiré d'un test de l'armée britannique, les dominos. Alors, avant que le téléphone ne sonne, le D48 s'est inspiré d'un test de l'armée britannique, les dominos. Il est composé de 44 séries logiques de difficultés croissantes. Il est plus discriminant pour les personnes d'un niveau supérieur à la moyenne et doit être réalisé en temps limité. La WAIS. Lorsque le problème posé par le patient est principalement lié au niveau d'intelligence, il est préférable de faire une évaluation plus fine. On utilise alors l'échelle de Wechsler, W-E-C-H-S-L-E-R, Wechsler, on utilise alors l'échelle de Wechsler, WAIS, Wechsler Adult Intelligence Scale, qui se compose de 4 subtests verbaux et de 4 subtests de performance. Ce test très complet est d'une passation longue, ce qui en limite l'emploi. Test de mémoire. Une bonne fonction mnésique s'intègre au processus intellectuel normal. Il est donc intéressant d'explorer cette fonction au cours de l'examen psychométrique. Le test le plus utilisé est le Benton, B-E-N-T-O-N, fiable et de passation rapide. On présente pendant 10 secondes au patient des figures géométriques simples qu'il doit reproduire le plus exactement possible. Lorsque l'examen est plus particulièrement orienté vers la détection ou l'évaluation d'un problème mnésique, on peut également utiliser en complément la figure complexe de Rey, R-E-Y, et l'échelle clinique de mémoire qui permet une analyse plus qualitative des fonctions de mémorisation.
Un test projectif, le Rorschach, permet également de détecter des signes de détérioration mnésique. Détérioration. La détérioration est une baisse de l'efficience d'un individu au cours du temps. Alors là, on a la détérioration physiologique et la détérioration pathologique. Alors on commence par la détérioration physiologique. Elle débute autour de 25 ans. Elle est lente, progressive, irréversible, mais bien compensée par les acquis et l'expérience. La détérioration pathologique présente une baisse de l'efficience dépassant significativement les altérations autorisées par l'âge. Elle peut être très rapide et n'est pas compensée longtemps par les acquis. L'étude de la détérioration a lieu en 2 temps par la méthode de Babcock. B-A-B-C-O-C-K. Babcock. Alors, là, il y a plusieurs petits points. Premier point, la recherche d'une détérioration pathologique. Dans un premier temps, on estime le niveau antérieur du sujet grâce à son niveau socioculturel et au moyen de tests résistants, entre parenthèses vocabulaire. Puis on confronte les résultats au niveau actuel évalué à l'aide de tests sensibles, PM38 ou D48. On peut ainsi calculer le quotient de détérioration, ou QD. QD pour quotient de détérioration. Donc le QD est égal test résistant moins est sensible. J'ai pas compris. QD égale test résistant moins est sensible. Les QD sont considérés comme pathologiques lorsqu'ils dépassent la moyenne de 2 écarts types. Deuxième petit point, la nature, l'étiologie de cette détérioration. La baisse des capacités intellectuelles peut avoir des origines diverses. L'anxiété, la dépression, mais aussi des processus organiques. On recherchera donc à affirmer ou infirmer la présence d'un processus d'organicité cérébrale par l'existence ou l'absence de signes positifs que seuls des sujets cérébraux lésés produisent. Ces signes sont principalement recherchés dans le test de rétention visuelle de Benton, B-E-N-T-O-N. Le test de Benton analyse les fonctions de perception et de mémoire visuelle immédiate. Il est constitué de 3 séries de 10 planches représentant une ou plusieurs figures géométriques simples. Chaque figure est présentée en 10 secondes au sujet, qui doit ensuite la reproduire de mémoire. On utilise généralement 2 séries de figures, l'une au début d'examen, l'autre à la fin. Certaines personnes anxieuses et émotives ont des résultats nettement insuffisants en début d'examen, qui s'améliorent en fin de passation. D'autres, fatigables, parviennent à mobiliser leurs ressources au début et ont un score final effondré. L'écart entre la note présumée, note que le sujet devrait normalement atteindre en fonction de son âge et de son niveau intellectuel. Donc, l'écart entre la note présumée et la note obtenue est significatif d'une détérioration s'il est supérieur à -2. La nature des erreurs permet d'analyser qualitativement la détérioration. Ces erreurs pathognomoniques sont par exemple les erreurs de chevauchement, les duplications, les fragmentations de figures. Les tests projectifs. Ces tests sont caractérisés par l'ambiguïté du matériel et la liberté des réponses. Le matériel est donc faiblement structuré afin de pouvoir donner lieu à des réponses aussi différentes et originales que possible. Validité empiriquement et fiabilisée. Donc validé empiriquement et fiabilisé par une longue pratique, ces tests ont une bonne finesse clinique. 2 types d'épreuves projectives sont généralement proposées. Alors, les techniques constitutives, les techniques interprétatives, premier petit point, les techniques constitutives, deuxième petit point, les techniques interprétatives. Alors, premier point, les techniques constitutives, ou tests projectifs structuraux. Le Rorschach, donc entre parenthèses, le Rorschach, c'est un test technique qui donne une sorte de coupe de la personnalité, de son économie, de l'équilibre de son système défensif.
Deuxième petit point, les techniques interprétatives ou tests projectifs thématiques, le TAT, qui repèrent la dynamique des désirs, des réactions, des conflits significatifs des problématiques inconscientes de la personnalité du sujet. Rorschach. Le test a pour but d'examiner la façon dont la structure psychologique du sujet fonctionne et s'adapte à la réalité pour résoudre ses problèmes. Il a été mis au point par le psychiatre suisse Hermann Rorschach. Le génie de Rorschach sera de comprendre que la perception met en jeu la personnalité tout entière, et d'en tirer un système d'étude de la personnalité, une épreuve révélatrice des conflits inconscients et des attitudes vitales profondes. Cette épreuve d'interprétation libre de forme fortuite est constituée par des planches, carton de 23 cm sur 17 cm, où sont imprimées sur fond blanc 5 taches en noir-gris, 2 en noir-rouge et 3 multicolores. Actuellement, les réponses sont codées, structurées, suivant 3 axes. Alors, plusieurs petits points. Donc, premier petit point. Donc, actuellement, les réponses sont codées et structurées suivant 3 axes. Premier point, la localisation, mode d'appréhension de la tâche par le sujet, de façon globale, G, ou au travers d'un détail, D, ou d'un petit détail, DD, grand D, petit d, DD, petit détail. Certains sujets négligent la tâche pour s'attacher au fond blanc, DBL. Ces modes caractérisent la qualité et la nature de l'intelligence du sujet. Deuxième petit point, le déterminant. Donc on a eu la localisation, maintenant on a le déterminant. Le déterminant déjà codifié par Rorschach qui caractérise le sujet au travers des réponses formes. Entre parenthèses, F2 point adaptabilité à la réalité. Mouvement, ouvrez la parenthèse, K2 point imagination et vie intérieure. Couleur, ouvrir la parenthèse, C2 point émotivité, possibilité de contact. Et enfin, estompage, ouvrir la parenthèse, E2 point sensibilité dépressive anxieuse. Donc, le déterminant, déjà codifié par Rorschach, qui caractérise le sujet au travers des réponses formes. Alors on a adaptabilité à la réalité, imagination et vie intérieure, émotivité, possibilité de contact, et sensibilité dépressive anxieuse. Et tout ça, ça constitue des réponses formes, de mouvement, de couleur et d'estompage. Troisième petit point, le contenu de l'interprétation. De points, animal, humain, objet, sexe, etc. Et il y a un quatrième petit point, d'autres caractéristiques des réponses, comme leur plus ou moins grande originalité, leur nombre, leur qualité, leur durée, etc., sont en outre prises en compte pour établir le psychogramme du patient, qui permet une classification des signes pouvant être interprétés par une analyse qualitative, dynamique du sujet, affectivité, conflit, défense, et par une synthèse des signes en groupes caractéristiques d'un fonctionnement pathologique, névrotique, psychotique, hystérique, hypocondriaque, etc. Donc d'autres caractéristiques des réponses, comme leur plus ou moins grande originalité, leur nombre, leur qualité, leur durée, etc., sont en outre prises en compte pour établir le psychogramme du patient, qui permet une classification des signes pouvant être interprétés par une analyse qualitative et par une synthèse des signes en groupes caractéristiques d'un fonctionnement pathologique. TAT. En 1855, Burckhardt publie un travail sur les œuvres d'art de la Renaissance italienne où il tente de déduire la personnalité des auteurs à partir de leurs œuvres. Freud développe cette idée en 1897. En 1907, Brittain, B-R-I-T-A-I-N, élabore aux États-Unis une épreuve comportant 9 images. Les études de Schwartz, en 1932, l'amènent à conclure que le sujet s'identifie au personnage qui est représenté et se projette sur lui.
Le TAT, ou Thematic Apperception Test, voit le jour en 1935 après plusieurs années de travail de Morgan et Murray. Murray publie en 1943 la version actuelle du TAT. Le test est composé de photographies à partir desquelles on demande au sujet de construire un récit. Il ne s'agit pas de répondre, comme dans le test de Rorschach, par une perception. On demande au sujet de construire une histoire avec un début, un milieu et un dénouement. C'est cette composition du récit qui renseignera sur certaines particularités psychologiques. Le TAT repose sur le mécanisme psychologique de la projection. Si l'on donne un stimulus sensoriel ambigu, flou, inachevé, vague, le sujet est obligé, pour le percevoir, de le compléter et de l'interpréter. Or, il ne peut le faire qu'en tirant des éléments de sa réalité intérieure, en projetant des traits psychologiques qui lui sont propres et qui pourront par la suite être déchiffrés. Dans son manuel, Murray pose l'élément capital de sa théorie. Les histoires, forgées par le sujet, contiennent d'une part un héros, auquel le sujet s'identifie et auquel il attribue ses propres motivations, et d'autre part des personnages en interaction avec le héros qui représentent les forces du milieu familial et social réel dont le sujet ressent la pression. L'interprétation du TAT repose sur l'analyse formelle, l'analyse du contenu. Alors tout d'abord l'analyse formelle, donc l'interprétation du TAT repose sur l'analyse formelle, l'analyse du contenu. On commence par l'analyse formelle. Compréhension, coopération du sujet, degré d'élaboration des histoires, richesse du langage, qui renseigne sur le niveau intellectuel, les capacités littéraires et verbales. L'analyse du contenu, qui comporte 5 étapes. Repérage du héros et recherche de ses motivations ou besoins profonds. Analyse des forces d'influence exercées par l'entourage sur le héros, les pressions extérieures. Étude du déroulement et du dénouement de l'histoire. Analyse des thèmes, résultat de l'interaction des motivations du héros et de l'entourage. Et enfin, identification des intérêts et sentiments du héros par ses attitudes positives ou négatives envers les images paternelles ou maternelles. L'analyse du contenu renseigne sur la vie pulsionnelle du sujet, l'analyse formelle sur ses défenses. La synthèse de ces analyses tient compte des 3 niveaux de la personnalité. Tendance refoulée, inconscient, pensée intérieure, préconscient, et comportement, conscient, pour mettre à jour des motivations qui n'apparaissent pas toujours dans le comportement, mais qui n'en régissent pas moins l'existence du sujet. Les histoires produites au TAT ne sont que la manière propre qu'utilise le moi pour débarrasser la conscience de l'état de tension induit par la présentation de la planche et de la consigne. Au fur et à mesure, on aperçoit la dynamique des conflits, leur contenu, mais aussi la possibilité chez un sujet d'en assumer les tensions ou de s'en dégager. Tests de personnalité. Les tests de personnalité servent à explorer les traits de caractère et les aspects affectifs d'un sujet, et non pas sa valeur cognitive. Ils ont souvent la forme de questionnaires ou d'inventaires. Ils sont généralement validés empiriquement et donnent, sous forme de diagramme, une image des différentes composantes de la personnalité du sujet testé. Le test le plus utilisé de cette catégorie est le MMPI. Le MMPI est l'inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota. Il est fondé sur la conception analytique de la personnalité, laquelle est vue comme un ensemble de données en interaction. Ce test a pour but de les appréhender et d'en donner une description quantitative sous forme de profil. La première étude relative au MMPI remonte à 1940. En 1943, les professeurs S.R. Hathaway, J.C. Kinley, P. Mill et leurs collaborateurs de l'Université du Minnesota publient ce test. En 1946, il acquiert sa forme définitive.
même si depuis lors il a été complété et affiné. Le MMPI comprend 550 propositions ou items que le sujet est prié de classer vrai, faux ou je ne sais pas. Donc il y a 550 items ou propositions et par rapport à ces items ou propositions, le sujet est prié de classer en vrai, faux ou je ne sais pas. Les questions portent sur des champs d'intérêt variés qui ne négligent aucun aspect de la personnalité. Ils vont des symptômes éprouvés par le sujet jusqu'à sa conduite sociale, en passant par ses goûts, ses sentiments, ses opinions. Ces questions sont regroupées en 26 rubriques. La validation du MMPI a été faite de façon empirique. On a constitué un groupe de sujets ayant fait l'objet d'un diagnostic nosographique et présentant de façon caractéristique un certain trait de personnalité. Donc on a constitué un groupe de sujets ayant fait l'objet d'un diagnostic nosographique et présentant de façon caractéristique un certain trait de personnalité. Ce groupe est comparé à un groupe témoin, constitué de sujets non sélectionnés de la population générale. Les items qui différencient significativement les deux groupes sont rassemblés en une échelle qui mesure le trait de personnalité en question. La validation empirique montre bien que ce n'est pas le contenu apparent de la réponse qui importe, mais le fait que cette réponse permet de différencier significativement un groupe d'un autre. Les items qui différenciaient bien les groupes nosographiques ont été regroupés dans une échelle qui a reçu le nom du groupe pathologique correspondant. Hypocondrie HS, dépression D, hystérie HY, personnalité psychopathique PD, masculinité-féminité MF, paranoïa PA, psychasthénie PT, schizophrénie SC et hypomanie MA. L'échelle HS mesure le taux anormal d'intérêt porté aux fonctions corporelles. Le patient hypocondriaque se plaint de douleurs variées et diffuses. Il n'échappe pas à une situation pénible grâce à ses symptômes, comme l'hystérique. Les maladies organiques n'élèvent pas en général le profil. Une note très basse obtenue à cette échelle, inférieure à 3, indique une falsification dans le sens favorable. Donc l'échelle HS, hypocondrie, mesure le taux anormal d'intérêt porté aux fonctions corporelles. Le patient hypocondriaque se plaint de douleurs variées et diffuses. Il n'échappe pas à une situation pénible grâce à ses symptômes, comme l'hystérique. Les maladies organiques n'élèvent pas en général le profil. Une note très basse obtenue à cette échelle, inférieure à 3, indique une falsification dans le sens favorable. L'échelle D, donc l'échelle D c'est dépression, évalue la profondeur de la dépression et ses traits particuliers. Sentiment d'inutilité, étroitesse des intérêts, tendance à l'introversion, incapacité à envisager l'avenir. L'échelle HY, hystérique, évalue les traits de caractère hystérique comme l'immaturité affective, l'absence d'introspection, l'exploitation de l'entourage avec revendication affective, la présence de manifestations de conversion. L'échelle PD, personnalité psychopathique, apprécie le déséquilibre psychopathique qui se caractérise par l'égocentrisme, l'absence de réaction émotionnelle profonde, le mépris des usages sociaux, l'incapacité à tirer parti des expériences acquises. L'échelle MF, masculinité-féminité, marque l'intérêt vers la masculinité ou la féminité. Chez les hommes, une note élevée montre que l'attitude et les intérêts sont de type féminin et traduit des tendances homosexuelles. Une note très basse témoigne d'une hyperconformité aux stéréotypes masculins qui peut se rencontrer chez les homosexuels de type différent des précédents. Hyperviril, méprisant les femmes. Chez les femmes, les notes très élevées ou très basses traduisent des difficultés sexuelles. Les notes très basses se rencontrent souvent dans l'hystérie.
L'échelle PA, paranoïa. Donc l'échelle PA évalue les troubles caractériels qui constituent le caractère paranoïaque. Hypersensibilité, hypersusceptibilité, psychorigidité, orgueil, méfiance, tendance interprétative et les troubles majeurs qui s'organisent en délire. Une note très basse à cette échelle constitue un PA inversé. Les sujets méfiants ont repéré les items en rapport avec leur affection psychiatrique et poussent trop loin leur souci de ne pas se compromettre. Ils sont ainsi indirectement détectés. L'échelle PT, psychasthénie, mesure les troubles psychasthéniques qui se caractérisent par une grande fatigabilité physique et intellectuelle, le doute, le sentiment d'incomplétude, l'indécision, les phobies et les compulsions mineures. L'échelle SC, schizophrénie, détecte les bouleversements des rapports intellectuels, affectifs et sociaux avec le monde extérieur, qui détermine un comportement bizarre caractéristique de l'aliénation de la personne atteinte de cette psychose. L'échelle MA, hypomanie, apprécie le degré d'hyperactivité en pensée et en action, l'excitation, l'euphorie, l'instabilité de l'humeur, la facilité au passage à l'acte. À ces échelles cliniques s'ajoutent 4 échelles de validité. Alors là, il y a l'échelle entre parenthèses point d'interrogation. C'est l'échelle qui correspond au nombre de je ne sais pas. Ensuite, on aura l'échelle L, les mensonges, l'échelle F et l'échelle K. Alors on commence par l'échelle point d'interrogation. Correspond au nombre de je ne sais pas. Si elle est très élevée, elle traduit l'impossibilité de prendre une décision, chez le psychasthénique par exemple, ou la volonté de ne pas se compromettre. L'échelle L, initiale du mot anglais lie, L-I-E, ou lie, entre parenthèses mensonge. Donc l'échelle L, initiale du mot anglais, enfin ça signifie mensonge. Donc une note élevée à cette échelle indique que le sujet veut se montrer sous un jour favorable. Chaque item représentant une situation socialement désirable, rarement vraie dans les faits. Ainsi, mes manières à table ne sont pas toujours aussi bonnes à la maison qu'elles le sont en compagnie. Cette échelle est souvent élevée dans l'hystérie, de manière inconsciente, et chez certains psychopathes ou paranoïaques, qui veulent paraître sous un bon jour. L'échelle F est constituée de 64 items, les plus rarement donnés par les sujets normaux. Une élévation de cette échelle marque soit une incompréhension des questions, soit un trucage délibéré dans le sens défavorable, soit une anomalie sérieuse de type psychotique. L'échelle K, construite à partir de réponses de sujets diagnostiqués anormaux et qui obtenaient un profil normal. Donc l'échelle K, construite à partir de réponses de sujets diagnostiqués anormaux et qui obtenaient un profil normal. Un score K élevé correspond à un désir de se montrer sous un jour très favorable, alors qu'une note K basse témoigne d'une autocritique excessive. La différence FK constitue l'indice de dissimulation de Goug, G-O-U-G-H, Monsieur Goug. Un écart fortement négatif traduit une falsification dans le sens défavorable, corroboré par un profil aplani. Un écart fortement positif indique une falsification dans le sens pathologique, assorti d'un profil en dents de scie. Les résultats obtenus à ces échelles s'expriment graphiquement sous forme d'un profil. De façon très générale, il existe 3 grands types de profils. Les profils névrotiques d'allure descendante, les 3 premières échelles étant dominantes, HS, D et HY, et s'associent avec PT. Les profils psychotiques d'allure ascendante, les échelles PA et SC étant les plus élevées, souvent associées à MA. Les profils présentant des problèmes de comportement où dominent les échelles PD, MF, MA, l'échelle PA étant souvent associée. Du fait de sa plus grande facilité de correction et de l'utilisation d'échelles complémentaires qui permettent d'affiner le diagnostic, le MMPI2
remplace progressivement le MMPI 1. Nous y retrouvons les principales caractéristiques du MMPI 1, mais des modifications ont été introduites. Reformulation d'items limitant les ambiguïtés, les expressions démodées. Certains items au contenu contestable, sexistes par exemple, ont été supprimés. D'autres items ont été introduits, recouvrant de nouveaux contenus et permettant l'élaboration de nouveaux indicateurs de validité et la création d'échelles supplémentaires. De nouvelles normes d'étalonnage ont été établies, plus représentatives de la population actuelle. Les changements apportés augmentent l'efficacité de l'instrument. La présentation du matériel a changé pour une utilisation plus simple, un cahier de passation et une feuille de réponse. L'interprétation s'effectue toujours à partir d'un profil. Les échelles cliniques de base ont été retravaillées mais restent identiques à celles du MMPI1. Seule s'ajoute l'échelle O-SI d'introversion sociale. Les notes supérieures à la moyenne à cette échelle témoignent d'une timidité, d'une difficulté à s'affirmer sur le plan social. Les échelles supplémentaires. Échelles traditionnelles. Les échelles traditionnelles sont les suivantes. Alors plusieurs petits points. Donc l'échelle A, anxiété, indécision, malaise global dans les situations sociales. L'échelle R, refoulement, sujet conventionnel, soumis. L'échelle ES, force du moi, capacité d'adaptation, de récupération, ressources personnelles. L'échelle MAC-R, tendance générale aux dépendances, alcool et autres. Les échelles additionnelles, l'échelle OH, capacité du sujet à tolérer les frustrations sans se venger. L'échelle DE, ascendance, sang-froid et assurance de l'individu. L'échelle RE, sujet intègre, digne de confiance, ayant le sens des responsabilités envers le groupe. L'échelle MT, individu mal adapté, inefficace, pessimiste et anxieux. Les échelles GM et GF, échelle de rôle sexuel pour laquelle des recherches plus poussées seront indispensables. Les échelles PK et PS, troubles de stress post-traumatique. Les auteurs continuent leurs études pour cette échelle PK et PS. L'échelle MDS, souffrance conjugale, sensible aux problèmes d'adaptation conjugale. L'échelle APS, tendance à l'addiction, à interpréter en termes de probabilité d'abus de substances. L'échelle AAS, addiction admise, le sujet reconnaît ouvertement qu'il a des problèmes liés à l'usage abusif de substances. Les échelles de contenu. On note l'échelle ANX, anxiété. Les sujets sont conscients de symptômes généraux d'anxiété. L'échelle FRS, ce sont les peurs. Les sujets éprouvant des phobies. L'échelle OBS, obsessionnalité. Comportement compulsif, rumination, difficulté à prendre des décisions. L'échelle DEP, dépression. Le sujet présente des idées dépressives importantes. L'échelle HES, préoccupation concernant la santé. Le sujet se sent plus malade que la population moyenne. L'échelle BIZ, bizarrerie de la pensée. Processus de la pensée de nature psychotique. L'échelle ANG, colère. Le sujet éprouve des difficultés à garder le contrôle de soi. L'échelle CYN, cynisme. Sujet misanthrope, attitude négative envers ses proches. L'échelle ASP, conduite antisociale. Troubles scolaires, conduite antisociale, attitude misanthropique. L'échelle TPA, type A, sujet surmené, catégorique, irritable, autoritaire avec autrui. L'échelle LES, estime de soi basse, sujet ayant une mauvaise opinion d'eux-mêmes, manque de confiance. L'échelle SOD, inconfort social, sujet mal à l'aise avec les autres, préférant être seul.
L'échelle FAM, problèmes familiaux, sujet faisant état de désaccords familiaux importants. L'échelle WRK, interférence avec le travail, indicateur de comportement ou d'attitude contribuant à de mauvaises performances au travail. Et l'échelle TRT, attitude négative vis-à-vis d'autrui, sujet pensant que rien ni personne ne peut l'aider. Les sous-échelles de Harris et Tingoes, Tingoes. Sous-échelle de Harris et Tingoes, je ne sais pas le prononcer. Donc 4, 6, 8 et 9, elles permettent d'interpréter les échelles cliniques peu élevées et apportent des renseignements sur la configuration des réponses données. On note D1 égale dépression subjective, D2 ralentissement psychomoteur, D3 dysfonctionnement physique, D4 obtusion mentale, D5 rumination. H1 déni d'anxiété sociale. H2 besoin d'affection. H3 lassitude et malaise. H4 plainte somatique. H5 inhibition de l'agressivité. PD1 mésentente familiale. PD2 problème avec l'autorité. PD3 imperturbabilité sociale. PD4 aliénation sociale. PD5 aliénation de soi-même. PA1 idée de persécution. PA2 sensitivité. PA3 naïveté. SC1 aliénation sociale. SC2 aliénation émotionnelle. SC3 manque de maîtrise du moi sur le plan cognitif. SC4 manque de maîtrise du moi sur le plan conatif, entre parenthèses volitionnel. SC5 manque de maîtrise de soi par défaut d'inhibition. SC6 expérience sensorielle bizarre. MA1 amoralité. MA2 accélération psychomotrice. MA3 imperturbabilité. MA4 inflation du moi. Sous-échelle S1 de Asteller. Elles sont de type SI1 timidité, gêne, SI2 évitement social, SI3 aliénation de soi et d'autrui. Sous-échelle O et S de Wiener-Harman. Elles peuvent être utilisées pour évaluer la validité d'un protocole, mais ont été sujettes à controverse. Et le comité scientifique américain de la nouvelle version du MPI conseille la prudence. Les Big Five ou les 5 dimensions de la personnalité. Un consensus semble se profiler sur une taxonomie générale des traits de la personnalité. Les 5 grands facteurs de la personnalité connus sous le nom des Big Five ont été introduits par Goldberg. Ces facteurs ne représentent pas un point de vue théorique particulier. Ils dérivent de l'analyse empirique et factorielle des termes du langage courant que l'on utilise pour se décrire ou décrire les autres. 3 écoles américaines ont donné naissance à 3 tests qui sont disponibles en français. Celui de Goldberg avec le trait descriptif adjectif ou TDA, celui de Costa et McCrae, MCCRAE, McCrae ou McCrae, ou NeoPIR qui explore les 5 domaines de leurs facettes, celui de John, bon là il y a une énumération imprononçable, voilà, donc on va passer à la conclusion. Conclusion, l'examen psychométrique est un essai d'appréhension d'un individu dans sa totalité et de compréhension d'une personnalité dans ses difficultés d'adaptation intellectuelle, sociale et affective. L'examen psychométrique a une visée diagnostique et une valeur pronostique qui viennent en complément du bilan de l'équipe médicale. L'examen psychométrique ne consiste pas seulement à faire passer des tests.
C'est une situation qui se définit dans son ensemble avec la nécessité fondamentale d'établir une relation positive avec le patient, et il convient de tenir compte de l'ensemble de cette situation pour aboutir à une conclusion diagnostique. Les tests ne peuvent s'interpréter de façon isolée. Il faut au contraire retenir la synthèse de tout ce qui s'est passé au cours de la passation et de l'entretien. L'examen psychométrique est une procédure fiable, rapide et économique qui, au-delà des visées diagnostiques et pronostiques, peut fournir au patient l'occasion de se rassurer, de se mobiliser. Cela peut constituer le premier contact avec la psychologie et cet examen ébauche parfois la possibilité d'une démarche psychothérapeutique. Fin de la lecture de l'examen psychométrique qui se trouvait dans le chapitre Les explorations cérébrales et l'examen psychométrique. Donc, fin de la lecture.